Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit grâce au soutien de Cozy, des meubles conçus avec soin pour la vie moderne. On dirait que là, ça me parle vraiment plus de trouver un donneur à Montréal, quelqu'un que je vais rencontrer, que je vais lui expliquer ma démarche, il va être comme au courant de... Parce que l'autre, tu sais, c'est vraiment genre, t'achètes une paillette de c'est sperme, impersonnel. il saura même pas que t'en as acheté, il saura, tu sais, il sait rien, là. J'aurais pas le choix dans ma vie d'être du côté des nouvelles parentalités. Tu sais, j'aurais jamais le modèle traditionnel parce qu'étant un homme homosexuel, je vais devoir me tourner soit vers l'adoption, soit vers la mère porteuse, mais ce sera pas une ligne droite, c'est sûr et certain. Puis des fois, ça me fait un peu peur, tu sais. Ouais, il Ouais. va falloir que tu passes par tout un processus, Ouais. par de l'organisation. Je trouve que ces temps-ci, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, justement, les nouvelles formes de parentalité. Ça devient vraiment dans l'air du temps. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça vient questionner plein de choses liées au fait que la famille, le couple, tu sais, vraiment l'image de la famille nucléaire, c'est comme une espèce d'intouchable dans la société. Puis moi, je trouve ça tout le temps intéressant quand il y a des gens qui se mettent à speak up puis qui font comme, attendez, nous, on vit la vie d'une manière alternative puis ça marche aussi. Puis je trouve que ça vient soulever plein de questions vraiment, vraiment intéressantes. Ouais, pour cet épisode-là, on a fait les choses un peu différemment. Plutôt que de faire une grande entrevue, on a fait 3 entrevues. Donc, tu sais, on a fait un genre de speed dating de nouvelles parentalités. Donc, de manière successive, on a rencontré 3 personnes différentes. Puis ça a vraiment formé une belle brochette de différentes parentalités. C'est vraiment des paroles super importantes puis je suis vraiment contente qu'on donne une tribune à ces personnes-là. On vous laisse découvrir notre brochette de parents. Justin, toi, quand tu traverses une rupture, est-ce que tu es du genre à vouloir tout changer autour de toi? Genre, est-ce que tu es plus capable de voir la couleur de ta housse de lit parce que ça te fait trop penser à ton ex? J'ai une excellente mémoire, comme tous les Sagittaires, et donc, il faut que ça change. Ce qui est cool avec Cozy, c'est qu'avec la collection Atmosphère, tu peux changer de couleur de ta housse. Simplement. Fait que pas besoin de changer de divan. Tu te commandes une autre housse puis tu oublies ton ex. Fait que l'espèce de rouge écarlate qui te fait penser à toute la souffrance, tu peux la changer par un beau beige clair. Fait que bye-bye la housse bleue minuit que ton ex avait choisie en disant que ça le faisait penser au ciel étoilé de tes yeux, mettons. Chris, oui. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Tu sais, moi, je suis scorpion, fait que moi aussi, j'ai la mémoire très, 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 très longue. Fait que j'adore vraiment cette option. Puis c'est super économique. T'as pas besoin de changer ton sofa. Tu fais juste changer la couleur. Puis thank you, next. Merci, Cozy, de nous aider à passer à travers nos peines d'amour. Salut, Colin. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. Cool, merci d'être avec nous. Je suis très content d'être ici. Je te présente rapidement. Donc, tu es diplômé de l'École nationale de l'humour. Tu animes le balado Faisez vos recherches. Oui, ça se dit comme ça. Faisez vos recherches. Qui vulgarise des théories obscures d'Internet. Ça a d'ailleurs été nominé au Gala des Oliviers en 2022. Félicitations. Merci. Tu as participé à la 2e édition de notre spectacle d'humour Friends with Benefits. Oui, qui était aussi. génial. Si vous le refaites, j'invite les auditeurs à y aller. C'était vraiment le fun. Super. Sinon, tu fais quoi ces temps-ci? Je monte un spectacle qui va finir par parler de coparentalité, entre autres. J'ai monté un spectacle qui allait déjà parler de relations de couple, parce que c'est super audacieux d'être un humoriste qui parle de relations de couple. Ben oui. Mais qui voulait parler de modèles non traditionnels. Puis c'est un show que je commençais à monter avant même que je sois là-dedans. Puis là, bien évidemment, ça finit par prendre toute la place, la coparentalité. Fait que c'est un spectacle concept qui parle de modèles familiaux différents et de coparentalité. Qui va être... je fais une représentation dans le cadre du Dr Mobilo Aquafest le 7 juin. Les gens peuvent me suivre sur les réseaux Oui, sociaux. déjà 2 billets de vendus. Excellent. On va être là. Puis sinon, raconte-nous donc ton histoire en quelques phrases, ton histoire avec la parentalité à plusieurs. En ce moment, je suis en train d'essayer de faire un bébé avec ma meilleure amie et ma copine. On essaye déjà avec ma meilleure amie. Ça fait une couple de cycles qu'on essaye. Idéalement, c'est elle est prête à porter un enfant tout de suite. C'est elle qui porterait le premier enfant. Puis ce qu'on vise, on peut avoir plein de surprises, là, mais ce qu'on viserait, c'est dans 1 an et demi ou 2, ma copine porterait un 2e enfant, puis on va élever les 2 enfants, les 3 ensemble, en garde partagée éventuellement. Fait qu'on veut habiter super proche, on veut éventuellement avoir une semaine. Puis oui, c'est ça le plan, en fait.
Comment ça a germé, cette idée-là? C'est parti d'où? Avant même qu'on en parle, moi et ma copine, sérieusement, on avait discuté que moi, je sois donneur de sperme pour ma meilleure amie. Mais moi, je n'étais pas très à l'aise avec ça parce qu'on est vraiment proches, elle et moi. On se voit tout le temps. Puis je sais que j'aurais été dans la vie de cet enfant-là d'une certaine façon. Puis je trouvais ça vraiment étrange d'être dans sa vie sans être son père. J'aurais pas été à l'aise avec ça. Fait qu'on avait parlé de ça. Puis quelques mois plus tard, on s'est dit, pourquoi? Un peu en joke, on s'est dit, on pourrait faire ça tout ensemble. On avait appelé mon ami quand même tard le soir. Puis elle a fait, OK, parlez-moi ça pas maintenant parce que c'est comme, tu sais, ça, donnez-moi pas d'espoir parce que ça m'intéresse beaucoup. On va juste s'asseoir sérieusement puis en discuter de façon vraiment sobre et calme. Ce qu'on a fait quelques semaines après, puis on s'est vu plusieurs fois pour comme établir ça serait quoi nos attentes, mais il n'y avait pas de grosses affaires. Là. Ça cliquait pas mal bien, on s'entendait pas mal bien sur qu'est-ce qu'on voulait. Puis c'est ça. Après ça, on l'a annoncé à ma famille et à la famille de ma copine, juste parce qu'on voulait pas qu'ils tombent des nues tout d'un coup de « Hey, je suis enceinte de... Ma meilleure amie est enceinte de moi. » Puis c'est ça. Puis ça a été quoi leur réaction à vos proches, à votre entourage? Assez positive, en fait. Ils étaient un peu surpris. Ma sœur, qui a 2 jeunes enfants, elle trouvait que c'était une super bonne idée. Elle se demandait pourquoi personne n'avait parlé de ça avant. C'est ça. Elle était comme pourquoi j'ai pas entendu parler de ça il y a 4 ans. Mes parents trouvaient ça étrange, mais ils nous ont dit, tu sais, ils connaissent notre relation à moi, ma copine et ma meilleure amie. Puis ils étaient comme on trouve ça bizarre, mais on sait que s'il y a des gens qui peuvent le faire, ce serait vous, tu sais. Puis c'est un peu ça que nous, c'est pas fait encore. Là. On essaye. Je vais peut-être avoir plein de surprises, mais je trouve ça intéressant pour nous. Je pense vraiment pas que c'est un modèle qui marcherait pour tout le monde. Tu sais, quand j'en parle à du monde, je dis vraiment ça. Nous, ça fit bien, puis on est vraiment chanceux parce que ça s'emboîte super naturellement, mais je pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Puis je pense pas que ça serait pour n'importe quelle personne. Tu sais. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent penser que vous êtes un trouble ou tu sais, des gens qui doivent probablement plaquer plein d'idées qui sont pas ce que vous êtes réellement. Donc, est-ce que tu as l'impression que vous êtes toujours en train de déconstruire des préjugés? On le clarifie vraiment. Nous, on fonctionne avec insémination artisanale, fait qu'avec une seringue à la maison, genre. Okay. Puis ça, quand on en parle aux gens, il faut l'expliquer assez vite parce que éventuellement, tu le vois dans leurs yeux qu'ils t'écoutent plus pantoute. Ils font juste se demander comment physiquement, concrètement, comment ça fonctionne. Fait que c'est ça, on le clarifie, mais à part de ça, il y a des gens qui trouvent ça bizarre un peu, mais en fait, c'est ça c'est pas tant un préjugé, mais c'est ça qui vient dans la tête de tout le monde directement. Une fois qu'on a tassé ça, on peut creuser un peu plus puis expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve intéressant dedans. C'est ça, toi, t'es pas en relation amoureuse avec ta meilleure amie, non, c'est ton amie. Oui, exactement. Ouais. Puis cette seringue-là, dans le fond, vous achetez pas ça au Dollarama, là. Vous faites donner ça par une compagnie non, je pense que c'est mon ami qui s'en est chargé, mais je pense qu'il est allé les chercher dans une pharmacie, en fait. OK. Ouais. C'est ça, c'est des seringues relativement traditionnelles, mais pas minuscules, mais tu sais. Puis, je pense que ça se trouve en pharmacie. Puis tu dis qu'elle essaye, donc est-ce que ça fait quelques temps quand même qu'elle essaie de tomber enceinte? Ça fait 7 ou 8 mois qu'on essaye maintenant. OK. Ouais. Quand même. Fait que dans le fond, à chaque mois, 2-3 semaines, oui, c'est ça. À chaque cycle, on leur fait. On essaie plein de trucs différents. On essaie à tous les jours, pendant l'ovulation, aux 2 jours. On tente le terrain, genre. Mais oui, c'est ça. Là, fait que c'est vraiment un projet. On le vit pas encore, mais c'est très concret dans le sens où on manque pas une occasion d'essayer. Tu sais. Est-ce que lorsque vous avez élaboré ce plan-là, est-ce que ta copine a ressenti une forme d'insécurité par rapport à toi qui as un enfant avec ta meilleure amie? Non, puis j'ai été assez impressionné d'elle, de son niveau de maturité. Puis non, en fait, elle a été dans les initiatrices du projet de comment on le ferait comme ça. Elle-même, c'est elle qui avait suggéré que potentiellement je sois donneur de sperme pour mon amie avant quand elle essayait. Non, c'est ça, elle a été super. Puis c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, m'impressionne chez elle. Puis j'y souligne des fois, mais non, c'est quelque chose qui l'a inspiré dès le début, puis qui a absolument pas fait peur. Mais elle connaît notre dynamique aussi, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais, elle nous connaît depuis longtemps. Elle sait que moi, je suis ami avec mon ami depuis super longtemps, tu sais. Je pense pas qu'elle réagirait de la même façon si j'avais le même plan avec n'importe qui. Elle connaît, est très à l'aise dans cette dynamique-là, puis dans cette dynamique-là, ça fit. Oui, ou si elle n'était pas du tout impliquée. Si toi, tu avais un enfant avec ta meilleure amie, puis que ta blonde n'était pas dans le projet. Là, c'est vraiment les 3, on est dans le projet du début à la fin. Ouais. C'est cool. J'ai envie comme un peu votre dynamique. J'ai de la misère à organiser des chalets avec mes amis. T'sais. Vous êtes après avoir un enfant. Puis cette attente-là, comme une fois qu'elle a tenté là, de s'inséminer elle-même. Comment vous la vivez en groupe? Est-ce que vous avez un groupe Facebook où genre « ça n'a pas collé? Oui, on a un groupe Messenger, puis c'est tout le temps un peu délicat parce que aucun des 3 le vit de la même façon.
quand ça fonctionne pas ou des choses comme ça. Fait qu'on essaye d'avoir un peu de tact, mais en même temps, comme si on n'a pas de nouvelles d'elle, on veut un peu le savoir. Fait que, tu sais, des fois, on attend un jour ou deux, puis on fait comme, y a-t-il des nouvelles? Mais oui, on a un groupe où on se pose des questions, puis on se donne les dates, puis les moments où on va faire l'insémination, puis on en discute les trois ensemble sur Messenger. Y a-t-il un nom, votre groupe? Non, il n'y a pas de nom. Nouveau projet. Oui, on devrait mettre une esthétique puis des emojis par défaut. Tu peux mettre un emoji par défaut, c'est un petit bébé. Un petit bambin. Puis, ultimement, donc, la configuration que vous entrevoyez quand elle tombera enceinte, ta meilleure amie, ça ressemblera à quoi? En ce moment, on n'habite pas dans le même quartier. Fait que c'est certain que ça, on s'est entendu, dès qu'elle tombe enceinte, elle va venir habiter près de chez nous. Louer quelque chose dans le meilleur des mondes, mais ça arrivera probablement pas, mais on voudrait genre avoir un duplex ensemble, être vraiment proches, puis qu'on n'ait pas à se déplacer. C'est sûr pour moi, puis je pense que pour les deux filles aussi, je pense que faut qu'elle soit à moins de 10 minutes, parce que ça va être vraiment compliqué sinon. Surtout pour les premiers temps, puis tout, si on veut être là avec elle, fait que c'est ça. Faut qu'on habite proche, ça c'est certain. Il y a beaucoup de trucs qu'on a pensé, mais il y a beaucoup de trucs qui vont nous surprendre, je pense, quand on va y arriver. Puis ça sert à rien de tout prévoir non plus. Il y a des affaires qu'on va juste le découvrir quand ça va se passer. Comme toutes les parentalités. Oui. Il n'y a pas besoin d'être dans une coparentalité pour qu'il y ait plein de surprises. Je peux garantir. C'est clair. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être même moins de surprises en étant en coparentalité parce que... on y pense tellement au détail, puis on en discute tellement à chaque fois, puis à chaque fois qu'on l'explique à quelqu'un, il faut se justifier. Fait que j'ai parlé bien plus de pourquoi je fais des enfants dans cette situation-ci que si j'avais juste fait un enfant avec ma blonde, puis c'était arrivé comme ça. Puis pour un couple hétéro, que c'est comme, on est rendu là, on fait un enfant. Nous, c'est comme, faut vraiment le rationaliser puis y réfléchir énormément d'avance. C'est super rationnel, c'est clair. Puis, on entend souvent l'expression... ça prend un village pour élever un enfant. Qu'est-ce que ça vous évoque dans cette situation-là qui commence à ressembler à un petit village, quand même? Ben c'est ça. Nous, on trouve ça vraiment beau et hyper sécurisant, justement. Le fait de savoir qu'on va être plusieurs là-dedans, qu'on va tous pouvoir se soutenir là-dedans. Il y a des gens qui on en parle qui sont comme inquiets, qui disent « oui, mais ça peut créer beaucoup de conflits », mais moi, je le vois vraiment pas comme ça. Moi, je vois vraiment plus comme ça de l'aide. C'est vraiment plus de parents, plus d'aide. Ça se peut que ça crée des petits conflits, mais moi, ça rend pour moi, je peux juste parler pour moi, mais pour moi, ça rend l'expérience beaucoup plus facile et beaucoup moins anxiogène. Parce que l'idée d'avoir des enfants était très anxiogène dans un modèle à deux plus traditionnel. Puis juste le fait d'avoir une personne de plus, puis le fait d'essayer quelque chose de différent aussi, je trouve ça stimulant. Là. Fait que ça change un peu la donne, ça change le point de vue que j'ai sur l'idée de fonder une famille. Je pense pas qu'on va révolutionner quoi que ce soit, mais ça, je sais pas, ça fait un peu différent. Puis le fait qu'on est plusieurs là-dedans, puis que c'est ça. Qu'est-ce qui te faisait peur dans le modèle traditionnel? Je sais pas. J'avais beaucoup d'hésitation, puis j'avais un peu l'impression, puis là, je le dis avec un grain de sel parce que je sais que c'est encore un peu la même situation. Tu sais, je pense pas que j'aurais pas à m'occuper de mes enfants ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression que quand tu fais puis je parle à travers mon chapeau encore une fois, mais quand tu fais des enfants à deux, tu dévoues toute ta vie à tes enfants pendant 18 ans. Puis là, j'ai l'impression que en ayant ce modèle-là, puis éventuellement un modèle qui va être un peu une garde partagée dès le début. C'est un peu comme si on était un couple séparé. Fait qu'on s'occupe de nos enfants, on est présent pour eux, mais on a des moments où on a nos propres vies, puis on a des moments où on fait des trucs qu'on a envie de faire sans avoir besoin de s'occuper de ses enfants. C'est vraiment un peu comme ça que je le vois. C'est vraiment comme si on startait une famille en garde partagée. C'est vraiment comme un couple qui se serait séparé avant que les enfants naissent. Genre. Je trouve ça super intéressant, ça. J'ai quasiment l'impression qu'il y a des jeunes parents qui t'entendent puis qui doivent se dire... Hey, ils ont peut-être catché de quoi? Oui. Il y a une façon un peu négative de le voir aussi qui serait c'est un nouveau modèle familial pour les gens carriéristes qui veulent pas vraiment avoir une famille puis qui veulent continuer à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être un peu être ça. Puis moi, des fois, quand j'en parle, j'ai un petit côté de ça sonne égoïste de faire comme je veux des enfants, mais je veux pouvoir aussi continuer à me consacrer à moi-même. Mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être sain. Puis, ouais. Je fais attention à ce que je dis, mais on voit beaucoup, là, c'est un grand sacrifice d'avoir un enfant, puis on va mettre sur pause sa vie. Puis je trouve ça tellement beau, un discours qui dit on va être plusieurs là-dedans, puis on va faire ça ensemble, puis on n'a pas besoin de mettre nos vies de côté. Puis en même temps, j'ai l'impression, encore une fois, je parle à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression que l'idée de on va se sacrifier pour nos enfants, c'est pas une affaire qui date depuis si longtemps, c'est une affaire qui date depuis 30 ans, parce qu'avant, il y avait des super grosses familles, puis ils s'en foutaient un peu de leurs enfants. Mais il y a eu une période après les années 50 où c'était comme non, il faut que tu te dévoues pour tes enfants. Ouais, c'est vrai. Puis là, peut-être qu'on peut reslacker un petit peu, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très capitaliste aussi là-dedans, tu sais, de chaque personne, tu sais, chaque couple a sa maison, sa voiture. Oui, puis j'ai l'impression que tu finis par te fermer. C'est ça, tu te
fermes aux autres un peu, puis tu consommes dans ton petit cercle, mais c'est ça, ça nous force à... On va être un petit peu plus gros cercle. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme quelque chose, il y a comme une approche un petit peu plus collective. C'est comme un communauto de bébés. Genre. Oh my God, oui. Ouais. Pas besoin d'avoir chacun son enfant, là. On peut avoir un enfant. Ouais. Oh my God, OK, ouais. Un bébé to go. Ah, c'est bon. Dirais-tu que c'est un pied de nez au capitalisme? Ce que tu t'apprêtes à faire? C'était vraiment pas ça la raison. Non, c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas de message. C'est du petit bonus, en fait. Ouais. Le projet n'est pas fondamentalement politique à la base, mais ça devient quelque chose de politique. Oui, toujours. Oui, c'était pas une décision politique, mais ça devient un peu politique, oui, définitivement. Mettre un enfant au monde, c'est toujours politique. Mais oui, je pense que oui. Vraiment. Puis parce qu'à chaque fois que tu mets un enfant au monde, tu réécris ce que ça veut dire d'être un humain aussi. T'sais. Comment tu vas l'élever, ça va être un modèle, qu'est-ce que tu vas donner comme nourriture et comme valeur physique et comme, psychologique. Là. J'en suis super politique. Mais oui, puis j'aime vraiment ça. La structure aussi capitaliste. Puis mais ça l'est un peu politique, en fait. Oui. Parce que les couples vraiment traditionnels, ça fit dans un moule pour une raison aussi, puis on se le fait foutre dans la gorge pour une raison, puis c'est intéressant de pouvoir en sortir un peu. Oui, en s'étant posé les bonnes questions, puis en trouvant une solution qui marche pour vous, dans le fond. Oui. Mais il y a quelque chose que je trouve super inspirant là-dedans, justement, dans l'idée de déconstruire ce fameux modèle-là, parce qu'il y en a tellement de... il me semble qu'on l'entend beaucoup, là, ce discours-là des parents à bout, que la vie de couple en prend pour son rhume, Je finis ma journée puis je vais boire ma bouteille de vin parce que j'haïs ma vie. Puis c'est comme à un moment donné, oui, tu peux peut-être essayer de penser autour de ta vie pour qu'elle soit un petit peu différente puis que tu n'haïsses pas ta vie puis tu restes dedans, je sais pas. Oui, ben oui. Puis si tu avais un genre de souhait pour l'avenir des parentalités, genre, ce serait quoi? Est-ce que ce serait... En fait, ce serait vraiment juste que... il y a plus de possibilités desquelles les gens peuvent choisir. Parce que comme je disais tantôt, je pense vraiment pas que notre modèle, c'est le seul modèle. Puis je pense que même quand je vais avoir mes enfants, même si ça se passe super bien, je pense pas que je commencerai à faire la propagande de notre modèle de « Ah, vous devriez faire ça, c'est génial ». C'est vraiment pas pour tout le monde. Nous, ça adonne que j'ai l'impression que ça fait très bien pour nos personnalités et pour la relation qu'on a déjà tous ensemble. Mais c'est ça, moi, je pense que ça serait intéressant de juste pas avoir un seul modèle auquel les gens sont obligés d'adhérer, tu sais. Oui, de ne pas voir la parentalité comme un modèle vraiment fixe. C'est juste ça. Dans lequel, il faut un peu se forcer à rentrer, même si ça, faire rentrer un triangle dans un carré, mais que ça ne fitterait pas vraiment. C'est de plus avoir l'opportunité de choisir ce qui nous convient, dans le fond. Puis potentiellement, moins de couples qui éclatent aussi parce qu'ils s'imposent des affaires dans lesquelles ils ne sont pas nécessairement heureux. Puis, dans un contexte de inflation, puis un contexte de, contexte, des fois, je réfléchis à ça, mais avoir un enfant en ce moment, il n'y a pas de place en garderie, les maisons coûtent super cher, fait qu'il y a certaines familles qui peuvent pas se loger. Ça va vraiment pas nuire d'avoir un troisième pourvoyeur dans la famille, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. C'est comme, des fois, je me dis, c'est comme si la parentalité traditionnelle fit pas tant que ça dans la société dans laquelle on vit. Fait qu'arriver avec des modèles comme ça, est-ce que c'est une façon, c'est ça, de contourner un petit peu ces affaires-là, puis de trouver quelque chose qui marche? Oui, c'est intéressant, ça se peut. Donc, l'enfant que ta meilleure amie va porter va avoir d'emblée 3 parents. Oui. Et quand ta copine aura aussi porté un enfant, cet enfant-là aura aussi 3 parents. Fait que finalement, c'est comme 2 enfants qui auront 3 parents dès le départ. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Ce qu'on pense faire pour l'instant, on va pas le cacher aux enfants laquelle des mères est leur mère biologique. Ce serait un peu étrange à faire, j'ai l'impression. En tout cas, tout le monde pourrait avoir son approche, mais nous, ce qu'on prévoit faire, puis ça se peut que ça change, c'est ça. On va le dire aux enfants, c'est qui leur mère biologique, mais on va essayer que ce soit le plus normal possible. Puis il y a telle maman et telle maman, puis les 2 sont mamans, même s'il y en a une qui t'a porté, puis pas l'autre. Mais on faisait des recherches en prévision de l'épisode. Puis souvent, en fait, ce qu'on recommande, c'est d'attendre que les enfants eux-mêmes posent les questions. Parce qu'ils sont tellement... ils voient tellement de choses, les enfants. Ils sont tellement curieuses, qu'ils vont finir par poser la question. C'est eux-mêmes, j'ai l'impression. C'est ça, pourquoi on est 3, nous autres? Pourquoi on est 3, puis pourquoi mes amis sont... c'est ça, 2. Oui, est-ce que vous réfléchissez déjà à ça, de comment vous allez en parler aux enfants éventuellement? Pas tant que ça. Honnêtement, on n'a pas pensé de comment on va s'asseoir avec eux puis comment on va leur initier la conversation. Non. Je suis assez confiant qu'on va être capable de le faire puis qu'on va le faire avec tact, mais on n'a pas discuté de comment exactement on va l'aborder. Puis, supposons là, qu'on se projette dans le futur. Est-ce que tu penses que dans ce projet-là, il y a de la place pour une 4e personne, un 4e adulte? C'est-à-dire, supposons que ta meilleure amie elle tombe en amour avec quelqu'un.
elle a envie de faire sa vie avec cette personne-là. Ça pourrait vraiment. J'ai l'impression, puis ça, on en a discuté un peu par la bande, là, mais moi, j'ai l'impression que ça serait vraiment comme... c'est un nouvel adulte qui rentre comme un chum comme un nouveau chum de ta mère. Là. Ça va vraiment être comme ça. C'est pas, il va pas être un nouveau... ça va pas être un nouveau parent, mais ça va être le partenaire d'une des mères. Là où la partenaire d'une des mères. Et puis même chose, si avec cette personne-là, elle décidait elle-même de faire son enfant de son bord, c'est correct aussi. À ce moment-là, ça serait pas les enfants de... Ce nouvel enfant-là serait pas à moi et ma copine, mais on serait impliqué dans... Fait que c'est comme... C'est étrange quand on le dit de même, mais en même temps, il y a tellement de familles éclatées, puis il y a tellement de situations que c'est pas si bizarre comme situation, non, c'est ça? C'est ça que j'allais dire, c'est que comme dans tous les modèles qui sont moins normatifs, c'est comme s'il y a des situations qui vont arriver, mais c'est des situations qui arrivent dans les modèles normatifs aussi. Ouais, genre vraiment. la garde partagée, un nouveau partenaire. Les beaux-parents, ouais. Exact, c'est ça, d'être dans 2 maisons différentes, de voir avoir ce genre de conversation-là avec les enfants. Donc, c'est pas des situations qui n'arriveraient que parce que tu es dans un modèle atypique. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Puis j'ai l'impression que il y a des familles divorcées, séparées qui sont super saines aussi, mais j'ai l'impression que nous, il y a moins source à conflit parce que tout a été établi d'avance, puis il n'y a pas le côté émotionnel de on vient de se laisser ou quoi que ce soit. On est parti avec ça, fait que c'est moins explosif. Tu sais. Ouais. Souvent, on entend l'expression avoir des enfants par amour. Vous, c'est comme si vous aviez des enfants par amitié, ce qui est quand même... qui est vraiment une forme d'amour. Puis tu sais, moi, j'aurais un petit bémol sur avoir des enfants par amour, quelque chose de super passionnel, spontané, pas super réfléchi. C'est quand même une grosse affaire. Puis je suis vraiment content qu'on soit forcé d'y penser depuis 1 an et demi. C'est vraiment pas anodin faire les enfants en même temps. Tu sais, on parlait de prévoir les choses, puis tu sais que vous prévoyez beaucoup. Il y a tout un aspect aussi légal, de paperasse, j'imagine. Je sais que tu peux avoir 3 parents sur un acte de naissance en Ontario. Tu peux pas facilement au Québec. Je pense qu'il y aurait un moyen, faudrait qu'on tourne les affaires, faudrait qu'on dise qu'eux sont un couple lesbien. Un couple lesbien qui ont utilisé mon sperme. Fait que les 2 mères auraient leur nom sur l'acte de naissance. Puis après ça, il faudrait que je demande d'être reconnu comme père, comme si j'avais changé d'idée. Puis là, ils pourraient rajouter mon nom. De ce que j'ai compris, je sais pas si on va s'embarquer là-dedans. Moi, je pense qu'on va se faire confiance, qu'on va y aller avec nous. Puis c'est correct qu'il y ait juste... Il va y avoir le nom de la mère biologique et mon nom sur chacun des actes de naissance. J'ai l'impression que ça risque de s'enligner comme ça. On pourrait essayer, mais c'est juste... On a de la misère à faire nos impôts. Là. On peut pas commencer à... Puis là, tu viens de dévoiler ta stratégie à tous et à toutes en nombre. C'est des affaires que c'est illégal, mais tout le monde s'en fout. Là. Personne nous poursuivrait pour ça. C'est juste pas légal parce que c'est pas dans la loi, mais c'est niaiseux, en tout cas. J'ai l'impression. Fait qu'on se dit dans 2-3 ans pour que tu nous parles de comment ça s'est passé. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Colin. Merci. Salut Béatrice. Salut. Merci d'être avec nous. Je te présente rapidement là, pour les gens qui nous écoutent. Donc, tu es tatoueuse et designer graphique. Oui. C'est d'ailleurs toi qui as créé la marque Toujours Correct avec ta sœur Romane. J'adore cette marque-là. Je la portais fièrement. Quand je me sentais un peu dans la grisaille, je le portais. C'est parfait, c'est exactement ça qu'on voulait. J'adorais le porter. T'es low-key triste, mais t'as un chandail Toujours Correct. C'était ça mon esthétique. T'es aussi la maman de Henri, qui a 3 ans et qui est un sagittaire sur la fesse. Oh oui. Oui, donc à 1 heure près, il a failli être scorpion. Et là. Je veux juste dire que moi, je suis scorpion, puis j'aurais été vraiment contente qu'Henri soit dans ma gang, mais il a choisi la gang de Justin qui est sagittaire. La meilleure gang, ensemble. Rapidement, veux-tu nous raconter ton histoire là, en quelques phrases? Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai décidé d'être solo mom. J'ai comme pris mon destin entre les mains, comme on dit. Un gros projet, quand même. Oui. J'étais bien naïve. Ah oui? À certains égards, oui. Pourquoi? Ouais. Oh my God, parce que, je veux dire, toutes mes amies rushent. Sont en couple, ils rushent. Ils ont des enfants, ils trouvent ça difficile. Mais moi, Béatrice Minaire, moi, je pense que je suis capable de faire ça toute seule. Moi, je pense que, tu sais, j'étais un peu genre... Je pense que les autres exagèrent un peu quand ils disent que c'est difficile. Eh boy, j'ai un peu frappé un mur. On va se le dire, là. Il y a vraiment, genre, 1 million de points positifs à la solo-parentalité, mais, genre, on se le cachera pas que c'est quand même, genre, tout un défi, là. Fait que, ouais, des fois, je suis comme, j'étais bien naïve, mais tant mieux, parce que, tu sais, je le regrette pas, mais comme, ouf. OK, mais retournons dans cette époque de naïveté. Ouais. Oui, OK. Ça a été quoi l'impulsion qui t'a donné envie
d'être solo mom? T'sais, comment t'es passé de l'idée à la vraie affaire? Je vous remets un peu dans mon mood. Là. J'ai été en couple un bout, ça n'a pas fonctionné. Moi, dans ma tête, c'est le père de mes enfants. On se sépare. Ce qui me fait le plus de la peine, dans le fond, c'est comme, OK, mon projet d'être mère, et là, c'est pas pour maintenant. Là. Il va falloir que je date, que je rencontre la bonne personne, que ça fonctionne, qu'on vive notre vie d'amoureux, de genre faire des voyages, puis gna, ménager ensemble. Faut que ça fonctionne, faut qu'il ait le goût d'avoir des enfants. Puis là, j'étais genre, oh my God, genre, j'en ai pour des années. Là, je capotais un petit peu. Puis, tu sais, deep down, là, ça, c'est comme des trucs que j'ai comme réalisé par la suite, mais au profond de moi, j'ai toujours été très, très, très stressée. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je me suis toujours posé la question, comment je vais gérer ça avec mon chum? On dirait que je voyais pas comment ça allait fonctionner parce que je me connais. Hein? Puis j'étais comme, je sais pas si je vais bien vivre ça, que, admettons, j'ai toute la charge mentale. Je pense que je vais peut-être virer mauvaise avec mon chum sans me l'avouer que j'allais renoncer à ce modèle-là. On dirait que j'avais des doutes sur le modèle qu'on connaît et avec lequel j'avais grandi selon les normes de la société du moment. Qu'est-ce qui t'a fait douter de ce grand modèle-là? C'est de voir mes amis en couple, avoir des enfants. On dirait que j'étais comme, hey, je sais pas, je me vois pas, je suis très indépendante, j'aime ça, prendre mes décisions toute seule. Ça, c'était comme vraiment un aspect de la chose, mais il y avait aussi tout l'aspect amour. Je crois pas vraiment à ça, de rester avec la même personne toute ta vie. Fait que là, je me disais, donc, à la base, je décide d'avoir un enfant avec quelqu'un que, dans ma tête, je le sais très bien que je pense pas que je passerai ma vie avec. Donc, c'est comme si je me disais, j'aurai un enfant, puis déjà, je sais qu'à un moment donné, on va se séparer. Bon, je suis pas full optimiste dans la vie, comme vous pouvez. T'es réaliste quand même, si on se fie aux chiffres. Mais tu sais, j'étais comme, moi, l'amour, tu sais, la routine, le couple là, qui a plus de papillons, qui a mis tout ce côté-là d'avoir un peu de fire, puis de se retrouver, puis vivre des trucs vraiment, vraiment intenses en couple, puis mettre ça tout de côté parce que t'as des obligations, responsabilités, enfants, nana, j'étais comme, aïe, tu sais, je peux pas vivre ça avec quelqu'un. Si à un moment donné, c'est plate là, avec quelqu'un, je suis désolée, mais je peux pas rester avec toi. Puis on dirait que c'est juste comme ça que je voyais. Puis comment toutes tes réflexions sur le modèle traditionnel du couple sont devenues quelque chose de très concret pour devenir solo mom? Comment t'as franchi le pas? OK. Alors, je vous ai expliqué que j'étais dans une espèce d'état de je veux vraiment un bébé. Puis en même temps, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien d'habiter toute seule. Puis ça me fait chier de dater, puis d'avoir tout le temps, veux pas, là. Tu le cherches, le père de ton enfant, là. Tu dates, puis t'as l'horloge biologique dans le tapis, là. Fait que t'as beau te dire, genre, ben non, genre, tu sais, c'est... Non, puis là, être casual par rapport à ça, mais pas tant. Tu l'es, mais deep down, tu l'es pas, là, tu sais. Ça te travaille, tu sais. J'étais vraiment, genre, ça m'appelait, là, vraiment, la maternité, là. C'était comme, ouf, genre, c'était fatigant, là, tu sais. Puis j'étais pas pressée d'être en couple, là. Mais là, je me sentais pressée à cause de ça. Puis tous les gars que je rencontrais, c'était pas du tout... souvent sont un petit peu moins vite embarqués dans le projet bébé que celle que l'horloge biologique qui sonne depuis 3 ans. Mais l'impératif sur le corps est moins, exactement. est moins présent. Là. As-tu l'impression que ces déceptions-là, amoureuses ou relationnelles, appelons-les comme ça, cette fatigue-là de chercher The One, a mené beaucoup de solo moms à faire cette démarche-là? Penses-tu que c'est une des raisons qui habite beaucoup de... Il y a toutes sortes de solo moms. Moi, je parle vraiment de ma situation, mais il y en a que c'est ça. C'est comme, bon, ben moi, je vais avoir 40 ans, là. Fait que c'est comme vraiment maintenant ou jamais. L'horloge biologique. Il y en a, c'est comme, ben, tu sais, j'ai été vraiment beaucoup déçue par les hommes. Il y en a qui ont eu des traumatismes. Il y en a qui sont, asexuels. Il y en a, tu sais, il y a toutes sortes de solo moms. Mais je pense que oui, là, il y a vraiment une grosse partie de comme... je trouve pas le bon, je suis tannée. Ou genre, j'ai été comme 10 ans avec un qui me disait oui, puis à un moment donné, il a fait, tu sais quoi, non. Puis là, il est comme, mais là, mes ovules, il m'en reste presque plus. Ou fait, une vraie envie de séparer la vie de famille et 100%. Et la vie amoureuse, dans le fond. Les solo moms que je connais, parce que, tu sais, on a comme un genre de groupe de support, là. C'est cool. Vraiment solo mom par choix, parce que c'est vraiment une démarche différente de se faire laisser quand t'es enceinte
peu après, tu sais. Tu parlais des ovules. Oui. Revenons-en. Revenons-y à ces mamzelles. Vous saviez-vous qu'on avait juste un certain nombre, puis à un moment donné, il n'y en a plus, parce que moi, je l'ai appris... Tu sais, à un moment donné, j'ai comme pogné un 2 minutes. Là. Mais oui, pour revenir aux ovules, toi, ta quête de géniteur, OK. Mais... elle s'est passée comment? OK. Comment t'as procédé pour trouver... OK. Moi, ma quête de... C'est pas la... Je dirais pas c'est pas la plus populaire, c'est pas la plus traditionnelle des solo-moms que je connais, là. C'est, je pense, la plus Far West qu'on peut avoir. Ouais, c'était vraiment ça. Fait que, donc... j'ai commencé mon processus comme pas mal toutes les femmes solo-moms. Donc, t'es comme, bon, ben comment je vais avoir du sperme? Clinique de fertilité, tu vas en clinique de fertilité, ils regardent si tout est correct, t'as ton go. Ben là, voici une banque de sperme, un catalogue choisi. Puis là, moi, j'ai comme rendu à cette étape-là, j'ai fait genre, je sais pas. C'est parce que d'un, c'est ça, c'est juste des Américains. Okay. Parce que nous, au Québec, au Canada, dans le fond, tu peux pas être rémunéré pour un don d'organes. Le don de sperme fait partie de ça. Donc, il y a notre banque de sperme, il y a 3 personnes. Tu sais, fait que il y en a vraiment pas. Fait que c'est sûr que tu fais affaire avec les États-Unis, qui, eux, ont quand même des règles. Tu sais, je veux dire, ils en donnent, là. Ils en ont là, des demi. Là, les Starbucks. C'est ça. Le beurre. Oui, c'est ça. Puis eux, vu que ça se vend à l'international, il n'y a pas vraiment de danger de consanguinité. OK. Fait qu'il y en a. C'est une business, là. Oui. Ben, ils sont rémunérés. Il y en a qui payent leurs études avec ça. Ça coûte cher aller à l'école aux États-Unis. Donc c'est ça. Puis là, j'ai comme fait... on dirait que là, j'avais comme un genre de... feeling bizarre parce qu'à 18 ans, ils peuvent contacter, ça dépend quelle clause t'as pris, mais ils peuvent contacter leur géniteur. Puis là, j'étais comme, imagine, ils l'appellent. C'est un supporter de Trump. Oh my God. Avec un John Deere, là. Genre, ça, c'était à l'époque que Trump était, tu sais, j'étais comme, imagine, il a construit le mur avec lui. Tu sais, genre, là, je me suis mis j'étais comme, c'est trop bizarre, c'est trop loin. Là, on dirait que j'étais comme... il y avait quelque chose que j'étais pas à l'aise avec ça. Fait que là, je me suis mis à faire plus de recherches. Puis sur le groupe, j'avais vu qu'il y avait des solo-moms qui avaient fait ça artisanalement. Alors, le turkey baster, it's a real thing. Turkey baster, c'est quoi? Oui, tu sais, là, quand t'arroses ta grosse dinde, là, avec la grosse pompe, là. Oui, très important de... Alors ça, c'est quand même vraiment, genre, c'est une vraie méthode qui existe de façon artisanale. Tu sais, je niaise, là, c'est peut-être des pipettes, là, mais on l'appelle comme cette méthode-là. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, on dirait que là, ça me parle vraiment plus de trouver un donneur à Montréal, quelqu'un que je vais rencontrer, que je vais y expliquer ma démarche, il va être comme au courant de... Parce que l'autre, tu sais, c'est vraiment genre, t'achètes une paillette de sperme. C'est impersonnel. Là, il saura même pas que t'en as acheté, il sait rien, là. Fait que là, je me suis intéressée à ça. Donc, je suis allée sur une espèce de... C'est comme... Moi, j'appelle ça comme le Kijiji du sperme, là. C'est un truc vraiment obscur, là, super anonyme, ça a l'air de rien. C'est un vieux site, là, puis genre, faut vraiment savoir, là. Le dark web. Ouais, genre, juste avant le dark web. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai mis mon annonce, j'ai répondu à d'autres annonces. Puis là, t'as toutes sortes de monde, t'as toutes sortes de donneurs. C'est le Far West, là. Parce que c'est comme, c'est pas encadré, là. C'est vraiment genre... C'est autogéré. Oui. Ouais. Il y a de tout, là. Fait que... Il y a des supporters de Trump, là. C'était tous des Québécois. Fait que déjà, là, gars... Des supporters de la CAQ. Oui. Encore, imagine! C'est ça. Ton enfant, il naît, puis là, à 18 ans, il va appeler son père, puis il se rend compte que c'est... Un caquiste. L'enfer. Fait que là, j'ai écrit à quelques personnes, parlé au téléphone, rencontré en vrai. Et finalement, j'ai fait mon choix. Comment t'as fait ton choix? Ça a été quoi tes critères? Oh my God, c'était le feeling. C'était juste ça. Tu sais, j'étais comme... Je veux dire, ils disent tous qu'ils ont des bons gènes, là. Tu sais, je veux dire... J'ai encore tous mes cheveux. Oui, tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est vraiment de la confiance. Il faut que tu crois sur parole. Il n'y a pas grand-chose qui prouve... je pense pas qu'il y en a qui te sortent
papier d'arbres génétiques. Ouais. Là. Il y en a peut-être là, qui sont... Mais tu sais, il n'y a rien de... Il n'y a comme pas de grande maladie dans la famille. Puis moi, c'est ça. Ça a comme plus cliqué avec une personne en particulier. C'est vraiment genre... Même encore là, je suis comme... C'était un peu sketch, là, dans le sens que lui, il tenait vraiment, vraiment à son anonymat, ce que je peux comprendre. Lui, il était comme, tu sais, ma famille le sait pas. Puis moi, je le sais pas, là, il y a peut-être une double vie, là, tu sais. Mais il est comme, moi, je suis célibataire, je veux pas d'enfants, mais je veux faire ça. Mais si ma mère apprenait que j'avais eu des enfants comme ça, genre, ça la tuerait, là. Fait que, tu sais, il était comme, je veux pas que ça sorte. Fait que, tu sais, j'avais pas de photos, pas de nom. On s'est parlé au téléphone, ça passait bien. On a fait comme, OK, go, ça se donne. Puis moi, entre-temps, j'avais encore eu une espèce de... J'avais comme... Ça avait encore mijoté, puis j'ai comme réalisé que, pour moi, pas le faire naturellement, c'était vraiment un gros deuil. Parce que pour moi, c'était comme... Cet événement-là, tout partait de là, puis pour moi, c'était comme... On dirait que c'était trop bizarre de le faire, genre, tiens, voici un C'est ça, flacon. parce que là, quand tu dis « ça se donne », t'as eu une relation sexuelle avec. Voilà. OK. Ouais, c'est ça. Donc... Puis t'es tombée enceinte du premier coup. Oui. Ça, c'est fou, là. Vraiment C'était dû chanceuse. pour arriver. Oui, mais tu sais, je regardais mon ovulation. Oui, exact. Ouais. Tu sais, tu fais pas déplacer un donneur pour rien. Tu le sais quand ça se passe, mais ça aurait pu prendre des mois, là. Toi, t'as choisi cette manière de fonctionner-là pour trouver ton donneur. Est-ce que tu penses qu'il y avait des risques à te tourner vers ce genre de méthode-là, un peu Far West, comme tu dis? Oui, bien c'est ça, comme je disais, c'est vraiment... Ça repose sur la confiance mutuelle. Parce que dans le fond, il n'y a pas de contrat que tu peux faire qui, comme aux yeux de la loi, est valide. Fait que c'est vraiment comme on le fait, puis le donneur peut revenir et faire valoir son droit d'avoir son nom sur le certificat de naissance. Donc, c'est sûr que c'est comme... tu sais, c'est pas la méthode la plus safe, là. Les banques de sperme, c'est vraiment... Encadré. Oui, c'est vraiment encadré et tout. Puis tu peux savoir combien il y a eu de demi. Quand je dis demi, c'est demi-frère, demi-sœur issus de dons. Ah, OK. Puis après ça, c'est toutes des informations qui sont connues. Puis ensuite aussi, il y a comme une plateforme que si tu veux, tu t'enregistres puis tu peux être en contact avec tous les parents de ces demi-là dans le monde. Des reviews, genre. Oui, c'est ça. Ben pas des reviews, mais en fait, ils se font des rencontres. Il y en a qui se rencontrent. Ah, OK, oui. Qui se font des gros meetings de 50 enfants issus du même don de sperme, genre. Ouais, c'est flyé. Ouais. Tandis que moi, il m'a dit, j'ai fait X nombre de dons. Je le crois sur parole. Il y en a peut-être fait vraiment plus que ça. Il va en faire d'autres après. Je ne saurais pas combien. C'est un peu tu te laisses aller là-dedans, puis moi, ça a fonctionné, puis c'est ça. Mais comme, tu sais, il faut pas faire confiance à n'importe qui, là. Il y en a des vrais Starbucks, là, à Montréal. Fait que c'est pour ça que tu te dis que t'es allé au feeling. C'est littéralement le feeling. Vraiment allé au feeling, là, tu sais, c'est ça. Il est débarqué chez nous, je savais même pas de quoi il avait l'air. Ouais. Là. Fait que... Mais de toute façon, c'est toujours correct. Oui! Oh my God! Oui, voilà. Oui. Hey, c'est fou. Imaginer, mettons, qui retentit puis qui veut se faire reconnaître comme le père. Ça aurait pas été à son avantage parce que j'aurais demandé une pension. Ah, ouais. Ah, c'est ça. Tu comprends? Donc, c'est ça. Tu sais, oui, il aurait pu le faire, mais après ça, moi, j'avais comme 50 échanges de emails comme quoi c'était un projet solo. Ouais. Après ça, je sais pas combien de témoins que j'ai eu ma grossesse toute seule, que j'ai accouché toute seule. Mm-hmm. Donc, oui, il aurait eu son nom, puis il m'aurait donné de l'argent, il aurait même pas eu le droit d'avoir la garde. Ouais, donc, c'est pour ça, lui aussi, l'anonymat là-dedans, là, c'est vraiment pas à son avantage là, de revenir... puis de décider d'être reconnu comme le géniteur. Fait que donc, c'est père inconnu de manière ou père... C'est non déclaré. Non déclaré. Oui, il n'y a pas de ouais, c'est ça. Il n'y a pas de père. Puis, ultimement, cette personne-là, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça? Parce que tu dis, il veut pas d'enfant, puis il veut pas que ça se sache de son bord à lui. Bon, là, tu sais, je peux pas parler pour personne, mais moi, j'ai comme une petite théorie là-dessus, tu sais, parce que j'ai parlé à plusieurs donneurs. Il y en a qui ont des enfants aussi, puis il y en a qui en ont pas. Mais dans tous les cas, c'est genre, je veux
aider quelqu'un à avoir des enfants. Je sais que je suis fertile. Ça me fait plaisir. Ça, c'est comme la première couche, là, tu sais, c'est ce qui te présente. Le bon samaritain. C'est ça, exactement. C'est toujours ça. Après ça, moi, personnellement, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense que une des raisons, c'est un peu de laisser sa trace sur Terre. Lui, tu sais, c'était vraiment comme, j'en aurai jamais, mais ça me fait de quoi de savoir qu'il y en a qui viennent de moi. Ah, wow! Ouais. Est-ce que tu penses encore à lui? Est-ce que tu te rappelles de son visage? Est-ce que des fois, tu regardes ton fils puis tu penses à lui? Tellement drôle parce que c'est vraiment, genre, tu sais, c'était littéralement un one night. Ben, tu sais, il a dormi chez nous. Ah oui, c'est intéressant ça, quand même. Ah oui, on était comme... Tu sais, on le fait bien, c'était cute, on s'est parlé, on a couché ensemble, il a passé la nuit chez nous, on l'a refait le lendemain matin, t'enquête, là. C'est faux parce que c'est peut-être cette fois-là que ben, c'est ça, peut-être. Mais je me souviens de absolument rien. Mon cerveau a bloqué, puis je le sais tellement que c'est parce que je voulais pas reconnaître de ses traits dans mon enfant. Puis je suis contente de ne pas avoir de photos parce que j'ai pas montré de photos à personne, puis personne a la tendance à... Tu sais, si tu montres une photo d'un donneur, souvent les gens vont être genre « Ah, il a son nez! » Puis là, personne sait de quoi il a l'air. Puis honnêtement, Henri me ressemble vraiment beaucoup. Fait que je suis comme vraiment contente. Fait que ultimement, toi, t'as plus son contact, il n'y a pas ton contact. Ben, on pourrait se contacter, mais c'est pas dans les plans. Non, la vie puis, tu sais, suit son cours. Ouais, c'est ça. Dans les cliniques de fertilité, tu avais peur qu'à un certain moment, ton enfant veuille contacter son géniteur, mais est-ce que dans ce cas-ci, tu y penses parfois? C'est pas du tout que j'avais peur, parce que moi, dans ma tête, c'est très sain de vouloir contacter son géniteur. C'était plus genre... Il le contacte, puis il est super déçu. Ouais. C'est plus ça. Puis supposons qu'à un moment donné, Henri a 15 ans, 16 ans, 18 ans. Puis là, il veut savoir, ce serait quoi ton rapport avec sa origin story? Comment tu vas lui présenter ça? Est-ce que tu laisserais contacter cette personne-là? Oui, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, Henri, il va tout savoir. Aucun filtre. Tu sais, comme je vais comme quand même le dire à un âge approprié, là. Tu sais, je vais commencer tranquillement, là. Mais, tu sais, au final, j'ai quand même tout écrit dans un livre. Comment ça s'est passé. Donc, tu sais, il va savoir la vérité à 100%, là. Fait que, ouais. Est-ce que tu avais des modèles autour de toi avant de te lancer là-dedans? Y a-tu comme un modèle que tu t'es dit « Ah, ça m'inspire, je veux m'en inspirer ». Non, justement. C'est justement pour ça que j'avais toutes ces espèces de questionnements du projet familial, mais de pas tant être sûre de vouloir être en couple, puis même pas être sûre de vouloir habiter avec quelqu'un, mais je veux un bébé, puis être super genre en conflit intérieur. Puis, qu'à un moment donné, ma mère a dit « Tu devrais en avoir un toute seule. » Puis, j'ai eu, tu sais, là, dans les films, là, quand il y a de la lumière qui sort de tes yeux, là, une illumination. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie. Puis, un poids sur les épaules qui s'est instantanément enlevé. Si j'avais été assise sur une chaise, je serais tombée en bas de ma chaise. C'était vraiment comme oui. Ben, genre, c'est où que je signe? Genre, comment ça fonctionne? Let's go, là. Tu sais, j'étais vraiment, genre, elle m'a dit ça en septembre, j'avais déjà mon rendez-vous à la clinique, puis je tombe enceinte en février. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis je trouve ça fou parce que, justement, si j'avais eu un modèle comme ça, si j'en avais connu, puis là, je pense que ça commence un peu à... Ouais, on commence à en parler un petit peu plus. Mais pas tant que ça. Puis il y en a quand même beaucoup, mais pas tant que ça. Mais si j'avais vu quelqu'un comme ça il y a des années avant, j'aurais tellement fait moins d'anxiété. Ouais. Dans mon couple, j'aurais tellement été relax. Oui, parce que tout d'un coup, tu n'étais plus dépendante du fameux cycle dont tu parlais de trouver quelqu'un, vivre avec lui, blablabla. 100%, j'aurais comme tellement vécu ma vie différemment et genre plus librement et légèrement. Puis j'en ai parlé comme vraiment beaucoup, tu sais, sur mon compte Instagram. J'ai fait un Q&A, puis il y a tellement de monde, de femmes qui m'ont écrit comme « OK, je suis... OK, genre, ça vient vraiment de changer ma façon de voir les choses, puis le dating, puis comme... La pression. Oui! Tant mieux, je suis comme, oui, ça existe pas pour tout le monde, là. On va pas se le cacher, là. Puis il y en a qui tiennent vraiment au modèle classique, puis tant mieux, mais... Ouais. Puis tu sais, tu dis pas pour tout le monde, parce que forcément, il y a des défis supplémentaires, j'imagine, à la solo-parentalité. Oh my God! Oui. Comme quoi? My God, j'ai envie de dire tout.
tout est plus compliqué toute seule qu'à deux. C'est comme, t'as aucun break. Ben déjà, au début, genre, faire n'importe quoi, genre, aller aux toilettes, il y a aucune personne qui prend le relais, là. Ouais. T'as juste une paire de bras, là. Moi, mon bébé, bébé Régurgie, là, je l'ai eu 6 mois dans le porte-bébé toute seule, là. J'avais le dos scrap, là. Tu sais? Mais est-ce que t'es proche de ta famille, de tes amis? Est-ce que tes Oui. amis, des fois, prenaient le relais? Tu sais, ta mère? Oui, ben j'aurais jamais fait ce projet-là si j'avais pas eu genre le go de ma sœur puis mes parents. C'était super important parce qu'honnêtement, je veux dire, oui, ça prend genre un support system vraiment proche, là, à mon avis. Puis oui, ils ont été là, mon Dieu, ils m'ont tellement aidé. Là. Sans eux, je pense que j'y aurais laissé un peu de ma santé mentale. Faut dire que c'était en pleine pandémie aussi, là. Fait que... Mais ce que tu dis par rapport au fait de ne pas avoir de break, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir choisi d'être seule, ça change quelque chose par rapport à toutes les femmes qui élèvent leur enfant tout seul parce que leur chum n'est pas là, tu sais? Y a-tu quelque chose là? Je pense que oui, dans le sens que c'est le... Comment tu vois la chose, c'est que, tu sais, au lieu de faire comme... Ben, ça me fait chier, tu sais, il est parti, là, puis là, c'est moi, là, t'es comme, ben non, c'est moi qui ai décidé C'est ça. de faire ça. Fait que, let's go, genre, comme, t'as pas le choix. Fait que c'est plus l'attitude par rapport au défi, je pense, qui est plus... On est comme plus d'attaque, puis tu sais, on a personne à blâmer autre que nous. Ouais. Ben, c'est ça, il y a une grande agentivité, tu sais, parce que tu t'es pas fait mettre en scène, tu t'es mis en scène. Ouais. Puis il y a quelque chose comme de reprendre le narratif, là, vraiment en charge. C'est là. super comme empowering, là, tu sais, c'est vraiment comme... Mais aussi, je trouve que c'est un peu un couteau à double tranchant parce que, justement, quand tu chiales, tu sais, quand t'es comme « Ah, je t'aboute. Ah là, je t'aboute. » Tu sais, ben, on dirait que t'as comme une petite réserve de chialer parce que t'es comme « Ouais, mais c'est moi qui ai voulu ça. » Tu sais, je peux pas blâmer personne d'autre. Puis, tu sais, je pense que... C'est ça, de ce que je vois, ben déjà à la base, comme les mères, on s'en met vraiment beaucoup sur le dos, puis on se sent vraiment mal de chialer à la base. Mais je pense que les solo-moms ont cette espèce de petit orgueil-là aussi, puis de, tu sais, on se sent un peu plus mal de chialer sur certaines choses, je pense, oui. Dirais-tu que vous êtes des rebelles? À un certain niveau, moi, je pense que oui. Là. Un père et une mère des enfants, c'est tellement instauré dans notre société, là, c'est tellement big, là, tu sais, c'est ça presque fait... souverain. Oh, oui, c'est ça. Puis de casser ça, là, pour vrai, tu sais, moi, j'ai été vraiment chanceuse, là, j'ai été dans un cercle de gens vraiment, genre, à l'esprit ouvert, puis dans une bulle de personnes bienveillantes qui, quand je leur ai annoncé la nouvelle, ils étaient comme oui, c'est tellement toi. Tu sais, j'ai comme surpris personne avec mon projet. J'ai fait une petite capsule pour Le Devoir, puis ils l'ont posté sur Facebook, puis les commentaires que les gens, on va pas se le cacher, souvent des hommes cis-het d'un certain âge, ont fait certains commentaires, puis tu sais, c'était vraiment genre... Eux, c'est impossible c'est vraiment de priver un enfant de son père, ça n'a aucun sens, puis tout, c'est comme... Donc, c'est vraiment comme encore tabou à un certain niveau, moi, je trouve. Là. Il y a peut-être un certain trigger chez ces hommes-là dont tu parles. Ah oui, ils se sentent complètement attaqués. Oui. C'est castrant pour eux, genre. Oui, castrant, genre les femmes n'ont plus besoin de nous pour faire des enfants. Ah oui. Ils sont hyper frustrés de ça, là. Comme c'était vraiment littéralement, ils disaient, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je leur mets pas des mots dans la bouche, là. C'est comme, c'est de leur propre dire, là. Puis, tu sais, c'est vraiment comme eux, leur rôle est primordial dans la vie d'un enfant. Puis, voyons donc, c'est ça. Oui, ils ont longtemps eu une emprise aussi économique sur le destin de l'enfant. Puis on dirait qu'on peut pas parler d'avoir des enfants aujourd'hui sans parler du capitalisme puis de ce monde-là hyper inflationniste aussi dans lequel on vit. Ça doit être quand même un autre défi, ça aussi. Oui, c'est sûr. Tout est un défi, j'écoute. Mais pas juste en tant que solo, même. Juste le parenting à la base, c'est quand même... oui. C'est tellement terrorisant, je trouve, à certains niveaux, avoir un enfant, être en charge d'une autre vie, tu sais, puis de... Mais toute seule, ça te rajoute un petit niveau d'anxiété, là. Ouais.
Ouais. C'est clair. Puis tu sais, je veux pas faire des crossovers entre nos témoignages, mais on vient de parler avec Colin, qui lui a un enfant à 3. Oui, oui. Fait que tu sais, il y a comme 3 complètement fois. contraire de moi. Ouais, on triple C'est la ça. mise Oui, c'est dans ça. ce cas-là. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre Ouais. ou peu importe, mais c'est quand même... il y a moins de job de bras, là, tu sais, de travail d'équipe, c'est sûr. Ouais. Mais là, tu as un chum, par contre. Donc, il y a Oui. quand même... Est-ce qu'il y a quand même une routine avec ton chum Henri? Probablement développer une espèce d'esprit d'équipe avec Henri. Écoute, je veux rien y enlever, là. C'est vraiment genre un bon chum et tout, mais c'est vraiment mon enfant. Mhm. Si j'ai besoin d'aide, comme il va m'aider, mais il y a quand même une espèce de séparation. Là. Il vit pas du tout comme si c'était le père d'Henri, puis au niveau des responsabilités, zéro. Ce qui est correct avec toi. Ah, 100%. Des Donc, fois, ce soir, il est avec Henri. Oui, c'est ça. OK. Il écoute la TV. Et voilà. C'est cool. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, quand j'ai décidé d'avoir un enfant toute seule, c'était pas parce que j'étais comme non, genre, je veux pas être en couple, ça m'intéresse pas. Au contraire, comme dans la vie, je suis une lover, j'ai le goût d'être en couple, j'aime ça et tout. Mais c'était vraiment genre l'idée de séparer les deux, puis que les deux soient pas comme codépendants. Ils sont à un certain point parce que mon chum est dans la vie de mon fils et tout, mais j'ai pas l'anxiété de me dire ça va pas, faut qu'on se sépare, puis là, je vais perdre 50% de la vie de mon enfant. Qui est vraiment comme un gros stress sur un couple. Tu sais, veux pas, on le sait, là, qu'il y a des gens qui restent ensemble parce qu'ils veulent pas perdre. Ouais. Puis je comprends, là, tu sais, je me verrais pas, là, genre, du jour au lendemain, on se sépare, puis je suis juste témoin de 50% de la vie de mon enfant. Pour moi, c'était pas possible. Je pouvais pas me l'imaginer. Donc là, comment ça se passe? Ben non, il y en a pas de routine. On n'habite même pas ensemble. OK. Fait que... puis c'est super. Puis j'adore ça. Je peux m'ennuyer de lui. Puis quand j'ai besoin de lui, il est là. Puis on se supporte. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est comme à un niveau de couple que... un peu mon idéal, là, je dirais. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de parfait. Il n'y a aucun couple de parfait, mais... Quand j'ai pris cette décision-là puis que j'ai tout mis en branle, c'est exactement ce scénario-là que j'avais en tête. Je savais pas si ça allait arriver, mais là, en ce moment, ça arrive. Est-ce que tu penses qu'il y a des avantages à la solo-parentalité? Pas pour tout le monde. Je pense que ça dépend qui t'es dans la vie. Moi, j'ai comme je disais, je sais pas si j'ai le goût d'habiter avec quelqu'un dans ma vie. Donc oui, il y a un avantage parce que, justement, je suis dans ma petite bulle avec mon enfant. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains trucs, tu sais, je veux dire, t'as aucune concession à faire, t'as pas besoin de t'entendre sur que ça soit genre son nom ou tu l'envoies à l'école ou quel sport il fait ou peu importe, là, tu sais, des fois, je m'en rends pas compte, ça se fait tout seul, puis des fois, je vois mes amis, puis je suis comme... Aïe, aïe, OK, c'est tout le temps des concessions, là. Tu sais, genre, c'est pas toutes les couples là, qui sont sur le même... niveau de OK, nous, la parentalité, on est. On a la même vision 100%. Là. Non, c'est pas vrai. Fait que moi, c'est comme, je lis des affaires, je suis comme, OK, je veux intégrer ça, bing, bang, boom. J'ai pas besoin de mettre personne sur le. Fait que non, moi, j'adore, mais c'est ça. C'est comme je dis, il y en a qui verraient ça comme un désavantage parce qu'il y aurait besoin, justement, de valider avec l'autre personne. Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme t'as pas besoin d'approbation de quelqu'un d'autre, mais en même temps, t'es vraiment tout seul à prendre des décisions, puis des fois, t'es comme... Ouais, j'ai-tu pris la bonne décision? Ouais. Comme t'as vraiment tout son sort entre tes mains, tu sais. Merci beaucoup, Béatrice. Ouais, merci vraiment. Full inspirant pour elle. Hâte de voir Henri faire de la trottinette à nouveau. Tellement cute! Salut Emma! Allô, allô! Merci d'être avec nous. Ah, mais merci pour l'invitation. En plus d'être la nouvelle maman d'Elia depuis 2 mois, Oui, tu es aussi analyste d'affaires pour une compagnie de logiciels dans le réseau de la santé. yes. Là, si j'ai bien calculé, tu as eu Elia il y a 2 mois, ça fait d'elle une verso. Oui, exactement ça. Verso, petite verso. Et tu viens de nous confier, avant que l'enregistrement commence, que c'est ta première journée sans ta fille en 2 mois. Mon Dieu, je me suis levée tôt ce matin. Puis là, ça va bien. Ma blonde, elle m'a texté, plein de photos. She's good. Tout se passe bien. Je m'ennuie, là. Parle-nous un peu de ton histoire. Oui, en fait, moi puis Caro, ma blonde, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ça fait depuis le début qu'on sait qu'on veut des enfants. Puis, en fait, on s'est lancé dans le projet
il y a 1 an et demi, je dirais, mais 2 ans officiellement, quand on a assisté à une conférence sur la coalition des familles LGBTQ à Montréal. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a décidé de s'informer vraiment comment ça se passe, comment ça se fait, parce que c'est pas comme tous les autres couples hétérosexuels où c'est que, OK, on veut un enfant, on sait comment ça fonctionne, mais avec nous, notre situation, tout ça, il fallait s'informer puis être prête à cette nouvelle réalité-là, finalement. Puis vous, comment vous avez fonctionné, en fait, là, pour fabriquer Elia? En fait, c'est drôle parce que ça a beaucoup changé. On a toujours su qu'on voulait des enfants. Puis au début, je me disais, je veux porter. Caro était pas trop sûre. Mais tu sais, nous, on a le choix, on a ce luxe-là d'avoir le choix d'être 2 femmes avec 2 corps biologiques qui peuvent porter, right? Fait que ça a beaucoup changé. Au début, on pensait que c'était moi, mais finalement, avec, tu sais, l'école, la job, tout ça, le bon moment, c'était Caro. Puis Caro, elle a décidé de porter l'enfant. Elle a bien fait ça. Elle a fait une belle job. Puis un beau bébé. Ouais, on est contente. Fait que, puis peut-être le prochain, ça sera moi. Si j'ai le goût, tu sais, ou si je donne mon ovule. On verra rendu là, mais ouais. Donc, si je comprends bien, vous êtes allée en clinique de fertilité. Oui, exactement. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Je pense que, somme toute, ça s'est bien passé en général, tu sais, parce qu'on avait assisté à la conférence, on était renseignés, mais je trouve une des choses qui nous a marqué le plus, c'est qu'on s'est fait traiter comme n'importe quel couple hétérosexuel en situation de infertilité, right? C'est comme si on arrivait, puis bon, vous êtes infertile, c'est pas le cas. Nous, un des choix qu'on a pour notre projet parental, c'est l'insémination, right? Donc, c'est pas la même situation. Donc, le suivi clinique, médical, tout ça, l'accompagnement médical n'a pas été vraiment fair, si je peux dire comme ça. Tu sais, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait. Il y avait des tests génétiques, on les fait-tu, on les fait-tu pas? Tu sais, qu'on n'était pas accompagnés là-dedans. Puis, je serais curieuse de voir, moi, une femme dans un couple hétérosexuel qui est en situation d'infertilité, comment se compare son processus par rapport au nôtre, right? Donc, c'est vraiment de mon expérience très isolée, là, mais c'est vraiment comme ça qu'on s'est sentis. Là. Puis même les formulaires, là, vraiment pas inclusifs. Combien de fois faites-vous l'amour? Ça change-tu quelque chose? Tu sais, on est 2 femmes, là. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est un peu tout à fait gossant. adapté, là. Non, du tout. Ouais. Puis ça m'étonne. Tu sais, ça fait tellement longtemps que c'est rendu légalisé et disponible et accessible que le formulaire, il n'a pas été changé. Tu sais, ça m'a vraiment outré. Ça m'a fâché même. Ouais, puis concrètement, comment ça marche? Est-ce que c'est couvert en partie? En fait, c'est ça. Là, nous, la seule chose qu'il fallait payer à 100% de nos poches, c'est le donneur ou le géniteur. Donc, les viales de sperme, basically, que tu achètes. Mais sinon, tous les tests qui sont faits, donc Caro, elle a dû faire 3-4 tests invasifs, d'autres non. Fait qu'il y en avait certains qui étaient couverts, mais elle a des bonnes assurances, donc c'était couvert. Mais n'importe qui n'a pas d'assurance, la RAMQ va le couvrir. Mais jusqu'à 6 fois. Nous, on a essayé 3 fois. Donc, si on s'était rendu jusqu'à 4, 5, 6, à partir de 6, il faudrait payer. Juste une petite précision avant de continuer. Depuis le 15 novembre 2021, le gouvernement du Québec a modifié son programme de procréation médicalement assistée. Les femmes de 40 ans et moins peuvent aujourd'hui profiter de 6 cycles d'insémination artificielle, incluant les paillettes de sperme, et d'un cycle de fécondation in vitro gratuitement si elles se qualifient au programme. Emma et sa copine ont lancé leur processus le 24 septembre 2021, donc environ 2 mois avant la mise en place du nouveau programme. C'est pour ça qu'elles ont dû payer les paillettes de sperme. Tu as dit que ça avait pris 3 fois avant que Caro soit enceinte. Oui. Comment ça s'est déroulé? En fait, c'est ça, les 3 fois, c'est les 3 inséminations, donc à la clinique, puis parce qu'ils font des tests, puis elles se donnent des hormones aussi. Donc, on cherche vraiment à trouver le bon moment, quand est-ce que tu ferais l'insémination, comme pour que ce soit le plus de chances possible. Puis la première fois, ça a marché, puis malheureusement, on a eu une fausse couche. Donc, ouais, ça nous a... Ça, c'est une autre aventure médicale aussi. Puis, deuxième fois, ça a juste pas pogné. Puis la 3e fois, là, ça a pogné. Donc, si ça avait... Tu sais, j'ai des amis, ils ont eu des jumelles, eux. Puis ça a pris 6 fois, leur processus. Donc, ça dépend vraiment, tu sais, l'âge, le nid. Parce que les premiers tests qu'on fait sur Caro, c'est pour savoir à quel point elle est fertile, mettons. Comme, si elle a-tu des problèmes, est-ce que ça vaut la peine qu'on passe par l'insémination ou on va à l'in vitro? Fait que, tu sais, ça peut varier de la biologie fertile de la femme, finalement. Ouais. C'est très technique, ma question. Tu disais, ils vous offrent des viales. Ouais, quand tu achètes les donneurs. Dans le fond, quand tu achètes les donneurs, ils viennent des États-Unis, right? Parce qu'il y a comme une règle, nous, sur la banque, on a décidé de choisir. C'était limité géographiquement pour limiter justement les potentiels risques de co-sanguinité pour, tu sais, dans le futur, des choses comme ça. Puis c'est une banque américaine. Donc, oui, quand tu achètes, tu choisis ton donneur, c'est un vial de sperme qui arrive chez vous. Ben, pas chez nous, mais la clinique. Ouais, c'est un petit vial. Même le médecin a demandé à Caro, tu veux-tu garder le vial? Puis on était comme, ouais. Qui équivaut à peu près comme une éjaculation? Non, c'est une éjaculation qui fait plusieurs vials. Ouais.
OK. Ouais. OK. Je sais pas combien, là, I guess que ça dépend de la quantité. Moi, je suis un gars bien pratique. C'est ça, Il donne une genre de pipette, genre, avec ça? Ben non, en fait, comment ça fonctionne? On les achète, right? Donc, OK. mettons, en termes de prix, exemple, pour 3 vials, c'est 4 000 $. Mais c'est quand même cher quand tu y penses. C'est Puis, très tu sais, t'en achètes 3 fois, ça peut marcher, un autre 3 fois, puis ainsi de suite. C'est quand même des bons, pas pire sous. Mais comment ça fonctionne? C'est une fois que tu commandes dans la banque, tu choisis, tu t'arranges avec la clinique, on fait l'insémination telle date. Mais eux, ils vont shipper ça à la clinique. Ça vient là, dans le glace sèche, puis tout. Caro, elle se présente, ils confirment avec toi le petit numéro, puis ils vroutent dans le vagin. Puis, OK. ouais, on fait l'insémination. J'étais pas avec elle, fait que je sais pas les technicalités. Dans ce temps-là, c'était la COVID, fait qu'on pouvait pas être ensemble. Ouais, non, j'étais pas avec elle, ouais. Puis, comment votre choix s'est arrêté sur un géniteur X ou Y? Il y avait ça un genre de cartable Ça, c'était le fun. numérique? Ça, c'était le fun parce qu'il y a des photos, il y avait même des sites que tu pouvais entendre le géniteur dire pourquoi il faisait un don. OK. La banque qu'on a choisie, il donnait des photos de lui adulte et bébé. OK. Il est pas pire beau, moi, je dirais. Il a un grand sourire, il est grand. Donc, puis le choix de tout ça, ben ça a vraiment été comme les traits de caractère qu'on recherche. Caro est très calme. Moi, je suis full énergétique. Fait que, tu sais, vu que c'était elle qui allait porter, on cherchait beaucoup des traits de moi. Au début, moi, je suis colombienne d'origine. Fait que, tu sais, au début, on voulait quelqu'un avec des origines latino-américaines. Mais moi, je suis colombienne. Je suis pas mexicaine. Je suis pas... Fait que, tu sais, les traits sont très... C'est pas la même chose, tu sais. Fait que... C'est précis quand même. C'est précis quand même. Fait qu'on s'est arrêté sur un donneur blanc, tu sais, vraiment. Mais qui ressemble beaucoup à Caro, mais, tu sais... OK. Puis, Ça a été un deuil pour toi? Au début, oui, mais tu sais, parce qu'encore une fois, on a le choix. Moi aussi, si je veux porter. Puis, tu sais, ça fluctue dans mon processus. Des fois, je me dis, tu sais, je sens pas que ma fille est moins que moi, right? Je sais qu'elle va retenir de moi à quelque part, mais tu sais, pas physiquement, ouais. d'autres choses. Fait que oui, un petit peu, mais après, je suis bien avec ça, là. Je suis vraiment en paix. Fait que c'est ça, là. Moi, je veux qu'elle joue au tennis. On a choisi quelqu'un de super sportif. Il y a une compagnie de mode, donc full créatif. Donc, c'était vraiment des traits qu'on cherchait. Puis, ben, on le trouve pas pire beau aussi. Fait que ça donne bien. Tellement fascinant. Ouais. Je sais que dans ce genre de processus-là, parfois, il y a des donneurs qui sont ouverts à être contactés, Oui. d'autres non. Ouais. Vous, c'est quoi? Nous, on voulait offrir ce choix-là à Elia. Donc, quand elle va avoir 18 ans, si elle veut le contacter, ben c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher aussi, la banque qu'on a choisie, parce qu'ils mettent à jour les coordonnées, autant de nous que de lui. Fait que comme ça, à 18 ans, si Elia a le goût de contacter, est intriguée, des choses comme ça, ben elle aura le choix. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a retenu justement de la conférence qu'on a eue. Tu sais, on avait des parents qui l'avaient, puis les enfants sont pas allés jusque-là. Il y en avait qui ont fait, puis ça a fait OK, je l'ai faite. Il y en a qui c'était... Tu sais, ça dépend vraiment comment l'enfant est, right? Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est quoi les questions qui se posent? Fait qu'on voulait pas fermer des portes, puis on l'a juste fait. Puis toi, ce serait quoi ta réaction si une fois que mon Dieu. Elia On va a 18 l'aider. ans, ouais, puis qu'elle On va va aller jouer au l'aider. tennis avec Mister? Oh mon Dieu, j'étais là! Je me suis pas rendue jusqu'à là! Wimbledon. Écoute, oh mon Dieu, c'est mon rêve. Ah mon Dieu, qu'elle remercie ces deux moments de l'avoir. Mais Non, pourquoi tu veux tellement qu'elle joue au tennis? J'adore jouer au tennis. Je suis comme passionnée de tennis. Là. J'ai servi un Coca-Cola à Raphaël Nadal. Là. Écoute, là, la grande affaire. Oui. OK. Ouais. Fait que, OK. j'aimerais ça qu'elle joue au tennis avec nous. Ma blonde puis moi, on joue au tennis. Puis si elle veut, là, je vais pas forcer, mais un petit peu. Ouais. Tu parles souvent d'une conférence que vous avez vue, ta copine et toi. Quel rôle a joué la coalition des familles LGBT+, Oh my dans God. votre histoire? Big. Ouais? Big changer. On cherche tellement d'informations que là, c'était vraiment une journée complète. Puis ils séparaient vraiment, tu sais, deux couples d'homoparentales femmes, hommes, adoption, femmes porteuses. Ça couvrait vraiment tout. Puis tu pouvais tester. Caro puis moi, on est restés dans la même salle parce qu'on savait que c'est l'insémination qu'on voulait faire. Mais si on voulait faire le artisanal, je pense qu'il appelle. Donc, si on voulait faire ça, il y avait une autre salle pour parler parce qu'il y avait des familles qui avaient fait ça. Puis à la fin, on se regroupait tout le monde ensemble pour parler. On rencontrait les enfants. Fait que c'était vraiment un big changer. Puis on a rencontré un couple aussi de filles qui viennent d'avoir un garçon. Fait qu'on va se faire des playdates aussi parce qu'on trouve ça important, l'exposition à Elia d'autres familles, comme nous, comme elle, qu'on n'est pas différentes, mais la diversité finalement. Fait que je pense que ça a fait juste... On s'est informés, on s'est fait des contacts, des amis. Mona, la fondatrice, c'est exceptionnel. C'était vraiment une belle journée. Ouais. Sérieux, c'était vraiment une belle journée. C'est cool parce que c'est pas juste des informations, c'est aussi un réseau que Exact. tu vas chercher avec ça. Ouais. Exact. Puis, tu sais, il y a les enfants même sont venus en avant parler, puis on leur posait des questions, genre la garderie, ça se passe comment? Le fait que tu as deux mamans, deux papas, puis c'est les autres qui sont différents. C'est vraiment ça que les enfants... Fait que tout ça, ça a été sécurisant. Parce qu'avant que tu te rendes pas sérieusement à ce processus-là, nous, en tout cas, on s'est pas posé ces questions-là.
C'était vraiment juste comment on le fait. Comment ça tombe? Comment on tombe enceinte, nous autres, là? Tu sais, c'était vraiment ça la question première. Mais cette conférence-là, elle nous a fait discuter de plein de choses que jamais j'aurais pensé. Right? Comme quoi? Comme par exemple, il y a des familles qui se disent nous, on va acheter 6 viales, OK? Parce que, ben si moi, mettons, Caro, elle aurait essayé, ça a marché, il en reste 3, mais moi, j'aurais eu le même géniteur, right? Ouais, Donc, il y aurait eu un lien biologique à quelque part. Il y a beaucoup de familles qui se mettent beaucoup de pression pour ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais pas pensé comme que je pouvais faire ça. Mais finalement, tu sais pas combien de fois ça va prendre. Fait que pas se mettre cette pression-là aussi, tu sais. Puis aussi, ben tous les choix médicaux qu'on a à faire, tu sais, c'est plus éclairant. Parce qu'on n'est pas très accompagné une fois rendu dans la patente, tu sais. Fait que c'était... Ouais. Puis plus tôt, tu parlais de la méthode artisanale. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Méthode artisanale. Moi, j'imagine juste l'embarrater du beurre. Mais là, une première moisson. Brassage artisanal. Est-ce que vous avez vu The L Word? Oui, certains Il y a un épisodes. épisode, justement, au début, où, là, je me souviens pas du nom des personnages, mais justement, ils vont voir un homme, tu sais, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un que tu connais pas, n'importe qui tu choisis, puis tu le fais artisanalement. Donc, c'est-à-dire que l'homme se masturbe, éjacule, la bonne affaire, puis tu prends une poire, petite pipette, là. Ouais, une pipette, puis tu te rentres ça là-dedans. Donc, ça, c'est artisanal. Ouais. Puis pourquoi on appelle ça artisanal? C'est parce que, tu sais, nous, la banque, on a choisi, ils font des tests génétiques. Tantôt, je parlais de tests génétiques. Ouais. Donc, je pense qu'il y a 275 tests génétiques qu'ils font parce que, justement, ben on veut pas... Mettons, Caro est porteuse d'une maladie génétique quelconque, puis ça donne que le donneur, là, tu sais, il y a des grands risques. Ouais. Fait que tu veux checker ça. Mais artisanal, il n'y a pas ça. C'est vraiment, tu choisis, ça se fait spontanément, naturellement, organiquement, tu sais. Si tu choisis la personne, mais tu n'as pas de test pour les maladies transmises sexuellement, tu n'as pas tout ça, right? Il y a comme des manipulations qui se font pour laver le sperme, puis comme le préparer, puis que ça arrive en petit vial. Ouais. C'est quelque chose que vous avez considéré? Non. L'adoption non plus? L'adoption, oui. Ouais. Oui, mais pas pour notre premier, je pense. L'adoption, c'est plus long, ça coûte coûteux, c'est ça. Mais on l'a pas considéré artisanal, on n'est pas très... Non, ça nous a pas... Non, Ouais. ça n'a pas sparkle. C'était moins pour vous. C'est ça. Ça n'a puis pas Spark Joy. Non, non, du tout. Tu Tu sais, ça prend un contrat, puis tu sais, Ouais. c'est pas... Je pense que c'est pas aussi légiféré. Ouais. Trop de nuances pour nous, puis on Ouais. n'est pas prête à s'embarquer Trop de là-dedans. flou, peut-être. C'est ou- ça, ouais. c'est ça, ouais. Ouais, pas assez de tennis. J'arrive toujours avec ça, mon Ouais, c'est Wimbledon. Ouais, c'est ça. Nous, dans 18 ans, Elia est assise ici, puis on va avoir des questions à lui Comeback. poser. Ouais, c'est ça, J'adore. follow-up. Oui, ça serait bon, un bon épisode, ça. On a l'impression que l'homoparentalité se démocratise de plus en plus. Est-ce que vous l'avez senti dans vos démarches ou dans les préjugés peut-être que vous sentez autour de vous? C'est une excellente question. Moi, je trouve qu'en termes d'accessibilité, elle est démocratisée. Donc, maintenant, on a le choix, on peut le faire. Tu sais, je pense que à la conférence, là, on s'est fait dire, par exemple, il y a des années où c'était pas légiféré, il fallait faire venir le sperme illégalement. Right? Donc, tu sais, puis là, tu le faisais avec un sperme de donneur, mais à l'artisanal chez vous. Pas un médecin qui t'a fait des tests, la bonne journée, ces choses-là, tu sais. Mais là, maintenant, on a tout ça. On a été l'accès est là. Mais la suite de ta question, les préjugés, ces choses-là, je pense que c'est vraiment maintenant qu'on les vit, puis maintenant que je me rends compte, justement, les fameux formulaires. Il y en a bien, des formulaires père-mère. Père-mère, père. Est-ce que le mot père, là, genre... Parents, c'est inclusif, right? C'est maintenant, je le vois. Ou quand Caro puis moi, on va prendre une marche avec Elia, puis... Ou même à l'hôpital, à l'accouchement, man. Je m'emporte! Je viens d'avoir un exemple. À l'accouchement, tu sais, j'étais avec Caro tout le long, puis il y a une infirmière qui a dit « Ah, ton amie, elle pourrait faire ça. » Ah, ton ami. Ouch! Je suis pas... Puis tu sais, on the spot, j'y ai pas dit, j'étais comme... Ah, Caro est en douleur. Ouais. Tu sais, c'est Caro qu'il faut que je m'occupe. Ouais. Pas l'infirmière est comme, ben écoute, ça existe, la diversité parentale, tu sais. Fait que c'est plus ces petites réactions-là que je trouve que ça l'est pas. Puis quand on va prendre des marches, justement, je suis comme, me demande le nombre de personnes qui disent, ah, une mère et une amie. C'est comme si les structures étaient là, mais que le langage n'avait pas encore suivi. C'est ça suit pas. Tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte, puis je pense qu'il fallait que je remplisse un formulaire de je sais pas trop quoi. Puis là, je portais le bébé sur moi. Le nom du père, puis j'étais comme, ah, c'est le nom de la mère. On est deux mamans ici, tu sais. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que maintenant, ça m'affecte beaucoup plus. Puis quand je remarque je sais pas, l'autre fois, Naître et Grandir a posté de quoi sur Instagram, puis j'ai dit, les parents, tu sais, c'est pas juste le père. Comme, le mot père commence à
à me flaguer plus dans, tu sais. Ouais, tu c'est le plus remarques sensible. davantage, Ouais, forcément. c'est Puis ça. aussi, parfois, j'entends les enfants qui naissent, par exemple, avec 2 mamans. Il n'y aura pas de figure paternelle ou de figure masculine ou à l'inverse. Il n'y aura pas l'autre figure, ce qui est déjà super genré, mais aussi, c'est comme si on axait sur le manque. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de manque. Les figures masculines que Elia va avoir, ça va être mes amis. Ça va être mes amis, ça va être mes parents, ça va être ses grands-parents, ça va être les gens autour de moi. C'est des parents qui vont apporter quelque chose à l'enfant. C'est pas la mère ou le père, c'est vraiment la famille en général, je pense. C'est vraiment pas un manque, je trouve. Non, puis non, c'est ça. Tu sais, j'ai lu souvent, tu sais, plus dans une littérature, mettons, en sexo, en psycho, tu sais, on parle des caregivers, tu sais, plus que d'une figure paternelle, d'une 100%. figure maternelle, tu sais, de moins genrée, puis que l'enfant, tant qu'il est aimé, peu importe le genre de la personne, c'est ça qui est important. Exact. Puis ça va autant pour, tu sais, on parle de diversité parentale, puis là, ça va autant pour un enfant qui est adopté. Moi, je suis adoptée, mes parents sont décédés quand j'étais jeune, ma sœur m'a adoptée. Donc, je suis un enfant adopté aussi, tu sais. Donc, il y a différents types. Des mères tout seules, comme, c'est vraiment, il n'y a pas de manque, là. C'est vraiment le caregiver, comme tu dis. C'est vraiment la personne qui prend soin de l'enfant. Le donneur de soins en français, qu'on dirait, Exact. Est-ce que tu penses qu'il y a des différences entre l'homoparentalité chez les femmes lesbiennes versus chez les hommes gays? Familial, non. Tu sais, ça reste des familles, des projets parentaux. Moi, je pense que c'est plus en termes d'accessibilité. Tantôt, on parle de ça, l'accessibilité. J'ai des amis aussi, un couple d'hommes qui sont en train de... Ça fait des années qu'ils sont sur la liste d'adoption. C'est long, c'est cher, les femmes porteuses aussi. C'est pas concret en termes de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas, c'est quoi les droits, qu'est-ce qui... Tu sais, c'est vraiment plus complexe. Puis comme je l'ai dit tantôt, nous, dans un couple de 2 femmes, on a 2 corps biologiques qui pourraient peut-être potentiellement fonctionner pour avoir cet enfant-là, right? Alors que les 2 hommes, c'est plus compliqué. Ouais. C'est vraiment... Moi, étant un homme gay qui pense peut-être au fait d'avoir un enfant, ce labyrinthe-là, légal, juridique, Il est complexe, hein? me fait peur. Là. Ouais. Je me suis pas plongé là-dedans parce que j'ai de la misère à laver mon linge pâle puis mon linge foncé séparément. Là. Fait que je suis pas rendu là. Mais ça a l'air d'une montagne. Ça a l'air d'une montagne. Puis moi, j'ai une amie en droit qui m'avait expliqué il y a quelques années que pour les mères porteuses, en fait, c'est un droit de nullité absolu. Ça veut dire qu'au Québec, le contrat est nul pour une mère porteuse. Donc, à tout moment, elle peut révoquer le contrat. C'est ça. L'idée, c'est de ne pas transformer le corps de la femme en machine industrielle. C'est quand même valable, mais pour les futurs parents, c'est quand même angoissant. C'est ça. Tu sais, quand tu risques de perdre ton enfant. Tu sais, c'est quand même un gros risque. Puis, il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque, right? Puis comme... Ouais, mais tu iras voir la conférence. Je vais y aller avant. Tu sais aussi, on discutait puis on se disait l'absence du père, mais chez un couple gay aussi, l'absence de la mère, j'ai l'impression que ça fait réagir. Tu sais, on a tellement, la mère est tellement celle qui donne le care dans l'imaginaire collectif. Que pas de mère, sa famille va faire quoi, j'ai l'impression. Exact. Alors que 2 mères, j'ai l'impression qu'on respecte peut-être un petit peu plus ça. Je sais pas si tu le sens. Respecte, je sais, pense, c'est plus, en fait, c'est mes amis de d'autres, tu sais, qui sont en couple homme-femme, que ils me l'ont dit de vive voix. Vous êtes chanceuse de maman, puis comme 2. Fait que je l'ai entendu ça. Je l'ai entendu ça autour de moi, mais autour de j'espère que mes parents, ils disent pas ça, parce que si j'étais avec un homme, ça serait-tu moins? Tu sais, c'est comme, ça s'équivaut, right? Mais oui, je l'ai entendu. Comme, s'il y a plus, mais tu sais, 2 parents, peu importe quel type de parent, il va toujours avoir plus de tout, moi, je pense. Ouais. Merci, Emma. Ça fait plaisir. Merci, Fou. Merci tellement. On te laisse aller retrouver... Oui, j'ai hâte de la voir. Votre 12 heures, l'une sans l'autre. Oui, déjà, ça passe vite. À quoi tu jouis saison 3 est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Colin Boudria, Béatrice Minaire et Emma Anillo. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi, sans qui rien n'aurait été possible cette saison. À la production, Mylène Lévesque. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour et Charlie Poirier-Boutiette étaient à la caméra. À la recherche et au booking, Jeff Desilets. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. On tient à remercier Geneviève Bergeron pour sa vision. La musique originale est signée Mike Clay. Un merci tout spécial à Cozy pour le soutien financier.